Bonjour à tous et bienvenue pour cette webconférence qui est dédiée à la vascularite anticorps antimembrane basale glomérulaire. Cette webconf a été réalisée grâce à l'appui de la filière FI2R, mais aussi l'association France Vascularite. On aura l'occasion aujourd'hui de discuter avec Claudine Dejour, qui est une patiente atteinte de cette maladie et qui me donnera le point de vue du patient sur la prise en charge et les conséquences de cette maladie. Alors, je m'appelle Alexandre Carras, je suis néphrologue à l'hôpital Georges Pompidou et on coordonne également un centre de référence sur les maladies rénales en rapport avec les vascularites et d'autres maladies systémiques. Alors, la maladie de Goodpasture s'appelle également aujourd'hui donc vascularite à anticorps antimembrane basale glomérulaire. Le terme maladie de Goodpasture, c'est le terme historique qui est utilisé, tout simplement parce que c'est une maladie qui a été diagnostiquée il y a plusieurs décennies par un médecin qui s'appelait le docteur Goodpasture. Mais aujourd'hui, on entend de plus en plus à utiliser le terme vascularite à anticorps antimembrane basale glomérulaire, ou anti-MBG, comme vous m'entendrez dire. Alors, je vais vous faire une petite présentation sur la vascularite et notamment pour essayer de vous expliquer premièrement qu'est-ce que c'est qu'une vascularite. Une vascularite, c'est une maladie inflammatoire qui touche les parois d'un vaisseau. On a plein de vascularites différentes, comme vous le savez probablement, certaines qui touchent des vaisseaux de plus gros calibre, d'autres de petits calibre, et la maladie qu'on appelle l'anti-GBM est celle qui justement touche les vaisseaux de plus petit calibre, et notamment là où il y en a, c'est beaucoup dans les reins et dans les poumons, comme on va voir tout à l'heure. Il y a d'autres maladies qui touchent les petits vaisseaux. Il y en a une qui est beaucoup plus fréquente, qu'on appelle la vascularite ANCA. On va en toucher un petit mot à la fin. Vous voyez qu'il y a plein d'autres vascularites qui peuvent aussi être vues dans ce contexte-là. Alors, dans le rein, je vous parlais beaucoup du rein aujourd'hui parce que la vascularite à anti-MBG touche beaucoup le rein. On a un petit vaisseau qui est très particulier, qui est au sein du glomérule. Les filtres rénaux que vous voyez sur cette photo-là sont une structure extrêmement particulière et propre au rein, dans lequel on a des petits vaisseaux qu'on appelle des capillaires glomérulaires et qui sont parfois atteints par cette inflammation de la vascularite. Ça, c'est une photo d'un glomérule et vous voyez bien les taches rouges au milieu, c'est ce qu'on appelle justement l'inflammation, la nécrose fibrinoïde. La paroi du vaisseau va être atteinte par notre propre système immunitaire. C'est le propre de ces maladies qu'on dit auto-immunes, ça veut dire qu'il y a une agression de notre paroi des vaisseaux par notre propre système immunitaire, nos globules blancs, nos anticorps, tous ceux qui sont habituellement là pour nous protéger vis-à-vis des bactéries, des virus. Dans cette situation-là, ils vont se retourner contre nos propres vaisseaux. Dans le glomérule, ça va conduire à une inflammation extrêmement importante, formant ce qu'on appelle, nous, un croissant épithélial. Vous voyez bien cette partie rouge, effectivement, la partie inférieure du glomérule, qui va petit à petit étouffer la structure en question qu'on appelle le glomérule et détruire le glomérule. Alors, dans les vascularites, on a plein de mécanismes très différents selon le type de vascularite. Dans cette maladie qu'on appelle le Goodpasture ou l'antimembrane basale glomérulaire, la vascularite naît parce qu'on va développer des anticorps qui reconnaissent une structure particulière de ce glomérule qu'on appelle la membrane basale glomérulaire. Qu'est-ce que la membrane basale glomérulaire? C'est ce trait bleu que vous imaginez, vous voyez bien ici, qui est une structure qui borde, on va dire, les capillaires, vous voyez en rouge ici, et qui les sépare de l'urine. Et en fait, finalement, on a une espèce de barrière qui, d'un côté, va séparer l'urine et de l'autre côté, le sang. Cette membrane basale va être atteinte dans cette maladie par des anticorps qu'on va développer. Vous savez qu'on développe des anticorps contre la grippe, contre le pneumocoque, contre d'autres choses. Dans cette maladie, on va développer malheureusement des anticorps dirigés contre la membrane basale glomérulaire qui vont venir se fixer à cet endroit-là et qui vont abîmer la membrane basale glomérulaire, déclencher de l'inflammation à son contact. Alors, de quoi est faite cette membrane basale? Elle est faite essentiellement de collagène. Collagène, c'est une structure biochimique qui forme finalement un espèce de maillage sur lequel vont venir se reposer les différentes cellules. Et vous voyez bien ici que justement les anticorps qui vont se développer, les auto-anticorps, vont venir reconnaître une partie particulière de la chaîne alpha-3 de collagène, bref, qui vont déclencher cette maladie-là et déclencher l'inflammation au sein du rein. Alors, ces anticorps, on peut les voir quand on fait une biopsie rénale.
On va voir non pas seulement l'inflammation glomérulaire, les fameuses cellules dont on parlait, mais on peut voir les anticorps. Ça, c'est ce qu'on appelle une image en immunofluorescence, et on voit bien les traits verts que vous voyez bien. C'est la présence des anticorps, qu'on appelle des immunoglobulines, qui vont venir se déposer. Vous voyez le long de la membrane basale glomérulaire, vous voyez bien les traits dessinés, et ça montre bien effectivement où sont arrivés ces fameux anticorps, où ils ont déclenché l'inflammation. On trouve d'ailleurs ces anticorps dans le sang des patients. Si on prend du sang des patients au moment de la poussée initiale et qu'on met ce sang sur un rein normal, un tissu rénal, qui peut être un tissu d'une biopsie rénale normale ou d'une biopsie d'un primate comme un singe, et bien on va voir la déposition des anticorps qui circulent dans le sang du patient sur la biopsie en question, montrant bien qu'il y a quelque chose de pathogène dans le sang du patient, quelque chose qui va déclencher la maladie. On a aujourd'hui bien mis en évidence la pathogénicité, c'est-à-dire la responsabilité des anticorps dans cette maladie-là, puisque dans certains modèles animaux, on peut transmettre la maladie juste en transférant ces anticorps, en injectant ces anticorps à une souris, on peut malheureusement déclencher cette maladie-là. Alors, comment ça se manifeste cette vascularite? Comme la plupart des vascularites, ça va se manifester par un tas de symptômes, on va détailler un petit peu. Alors, est-ce que c'est fréquent? C'est extrêmement rare, c'est parmi les vascularites les plus rares. Vous voyez qu'en Europe, on a à peu près un cas par million d'habitants par an. Ce qui veut dire qu'en France, on va avoir une cinquantaine de cas, à tout casser, par an, ce qui est à peu près identique d'ailleurs dans d'autres régions du monde. On parle d'un âge moyen d'entour d'une cinquantaine d'années, mais en fait, on sait qu'on a deux pics de cette maladie. On va avoir souvent des patients qui ont 25-30 ans, et puis un autre pic de la maladie plutôt vers l'entour de 60 ans. Les deux sexes sont atteints, les femmes, les hommes, un peu plus souvent les hommes que les femmes, mais en fait, malheureusement, ça peut atteindre les deux sexes. Qu'est-ce qui conduit à cette maladie? On a encore beaucoup à apprendre sur l'étiologie, la cause de cette maladie-là. Mais finalement, on va trouver fréquemment à l'origine, en tout cas dans les jours, les semaines qui précèdent en tout cas le déclenchement de la maladie, une maladie infectieuse, notamment parfois le grippe. On a vu ça avec le Covid. Je sais que chez Claudine, ça a été aussi un petit peu le cas. On a parfois quelque chose. Alors, est-ce que ce quelque chose, c'est l'élément qui a activé le système immunitaire, qui a fait que le système immunitaire s'est emballé et a commencé à fabriquer des anticorps pathogènes? Peut-être. En tout cas, on retrouve souvent ce facteur infectieux déclenchant. Quand on interroge des patients, on va retrouver également fréquemment une exposition antérieure au tabac, notamment pour les patients qui vont avoir l'atteinte respiratoire de cette maladie, ou aux hydrocarbures, un certain nombre de solvants éventuellement peut être retrouvé. On a retrouvé une prédisposition génétique. On sait qu'il y a un gène, quand il est présent, on a un peu plus malheureusement la malchance d'avoir cette maladie-là, mais ce n'est pas une maladie génétique à proprement parler. On a souvent la question de la part des patients, est-ce que mes enfants, mes proches ont malheureusement la malchance d'avoir la même maladie? Non, ce n'est pas une maladie qui se transmet de génération en génération, et heureusement d'ailleurs, on n'a que des forme qu'on appelle dans notre jargon sporadique. Ça peut toucher une personne par-ci par-là, mais pas nécessairement plusieurs cas dans la même famille. Quand on regarde les conséquences cliniques, je vous ai dit tout à l'heure que le rein était souvent en première ligne. Et c'est vrai que cette maladie rénale qu'on appelle une glomérulonéphrite rapidement progressive, c'est un terme médical pour décrire ce qui se passe, ça se manifeste parfois, toujours pratiquement, par ce qu'on appelle une insuffisance rénale. L'insuffisance rénale, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le rein n'arrive plus à faire son travail d'épuration du sang. Le rein, principalement, c'est son rôle, c'est de nettoyer, filtrer le sang et mettre les déchets que notre corps produit dans les urines pour les éliminer. Quand le rein ne marche pas, pour une raison X ou Y, et ces déchets ne sont pas bien éliminés, donc ça accumule dans le sang. Donc on va avoir des patients qui vont avoir un certain nombre de symptômes, mais on va aussi finalement retrouver souvent une diminution de la quantité d'urine qui est fabriquée par le patient, ce qu'on appelle une oligurie ou voire une anurie dans notre jargon médical. Quand on regarde les urines, on va retrouver dans les urines beaucoup de protéines et beaucoup de globules rouges. On appelle ça l'hématurie, la protéinurie, qui est souvent un bon élément qui va nous mettre sur la piste de cette maladie-là. C'est une maladie sévère. L'accumulation de ces déchets, comme on dit dans le sang,
Et l'insuffisance rénale qui en résulte va provoquer comme une espèce d'empoisonnement du patient par ses propres déchets, et il va falloir nettoyer le sang par une machine qu'on appelle la dialyse. Alors, pour faire le diagnostic de la maladie rénale, il nous faut souvent faire ce qu'on appelle une biopsie rénale. Je vous ai montré tout à l'heure des images de la biopsie rénale. C'est un examen relativement simple qui se fait sous anesthésie locale, comme vous voyez ici, avec une aiguille à travers la peau. Sous anesthésie locale, on endort la peau, on regarde du rein et on enfonce une aiguille qui peut paraître un petit peu grosse, mais on l'enfonce habituellement de 2-3 cm et on va aller chercher un petit bout du rein pour regarder au microscope et faire le diagnostic de la maladie. Ce geste se fait souvent sous échographie, sous contrôle échographique pour savoir exactement où on met l'aiguille, et c'est un geste qui est assez peu douloureux. Il y a toujours un petit risque hémorragique, mais c'est un risque qui est assez mineur finalement dans la grande majorité des cas. La dialyse, je vais en parler un petit peu pour ceux qui ont déjà vécu malheureusement cette procédure. C'est quoi? Ça veut dire qu'il faut épurer le sang, il faut nettoyer le sang grâce à une machine, qu'on appelle la machine d'hémodialyse. Pour ce faire, il faut avoir un accès au sang, donc ça nécessite souvent la pose d'un cathéter, c'est comme une perfusion, mais qu'on va mettre plutôt sur la veine jugulaire, c'est une grosse veine à l'origine du cou, et qui va permettre justement de se brancher à cette machine avec deux tuyaux, un pour prendre le sang du patient, l'emmener vers la dialyse, le nettoyer en quelque sorte, le filtrer et le rendre propre au patient. Les séances d'hémodialyse doivent se répéter de façon régulière, une fois tous les 2-3 jours, pour permettre de nettoyer le sang et améliorer cette insuffisance rénale. La deuxième grande catégorie de symptômes dans cette maladie, c'est des symptômes pulmonaires, respiratoires. Pourquoi respiratoire? Parce que finalement, on sait que les anticorps en question se fixent non pas seulement sur la membrane basale du rein, mais aussi sur la membrane basale des alvéoles pulmonaires et donnent exactement la même chose, vont déclencher de l'inflammation et parfois une hémorragie dans les poumons. Les alvéoles se remplissent de sang, ce qui fait que les patients vont tousser, vont cracher parfois du sang et parfois ils vont avoir des difficultés à respirer, ce qui va parfois leur donner de l'oxygène, voire même un peu plus que ça pour les aider à respirer. Ça déclenche des fois d'ailleurs une anémie et ça va nécessiter parfois une transfusion. La radiographie des poumons suffit pour faire le diagnostic au niveau pulmonaire. On ne s'amuse pas à faire des biopsies pulmonaires. La radiographie, que ce soit une radio ou un scanner, permettre de mettre en évidence ce sang dans les poumons et confirmer le diagnostic. Parfois, on est amené à aller faire une fibroscopie, mettre comme un endoscope dans les poumons pour aller vérifier que c'est bien un saignement dans les poumons, mais on ne fait pas de biopsie invasive. Pour finir, les autres signes qu'on peut avoir souvent, c'est des signes généraux. Les patients vont décrire une fatigue, une perte d'appétit, une perte de poids, parfois de la fièvre. On va avoir, ça peut avoir un syndrome inflammatoire, des marqueurs dans le sang, il y a de l'inflammation, la CRP par exemple, les globules blancs vont être souvent assez élevés. Et puis parfois on a d'autres symptômes qui sont parfois d'origine articulaire, d'origine musculaire, des douleurs, un mal-être effectivement qui va souvent d'ailleurs amener à découvrir la maladie. Quelles sont les atteintes qu'on va avoir? Finalement, dans la plupart des cas, on va avoir uniquement l'atteinte rénale. Dans 55% des cas, c'est que le rein qui est atteint. Dans 40-45% des cas, on va avoir une atteinte à la fois du poumon et à la fois des reins. Et puis, dans 5% des cas, on va avoir, pour une raison qu'on ne comprend pas très bien, uniquement l'atteinte pulmonaire. Donc, une fois qu'on a diagnostiqué la maladie, il faut la traiter. Et le traitement d'ailleurs de cette maladie est une urgence absolue. C'est parmi les maladies en tout cas qu'on va en néphrologie, dans les services où on traite des maladies rénales ou dans les réanimations, dans les services de médecine interne ou en pneumologie, il faut traiter sans tarder, des fois dès qu'on a même la suspicion de la maladie. Et ce traitement va comprendre quoi? Va comprendre un certain nombre de volets de choses. La première chose, c'est la cortisone. C'est effectivement, je me tourne vers les patients parce que c'est souvent le traitement qui génère aussi un certain nombre d'effets secondaires, on va en parler un petit peu, mais c'est la base, la pierre angulaire du traitement, et on donne des fortes doses de cortisone au départ et le plus rapidement possible. Et puis, une fois qu'on a fait 2-3 jours de perfusion, on va prendre un relais par voie orale avec ce qu'on appelle le prednisone et la prednisolone. La deuxième partie du traitement est un immunosuppresseur. C'est un médicament qui, comme la cortisone, mais de façon encore plus importante, va calmer le système immunitaire qui est devenu un petit peu fou. Et ce qu'on donne habituellement dans cette maladie, c'est le cyclophosphamide, soit par voie orale,
voilà, soit par voie intraveineuse de façon régulière. En Europe, on utilise beaucoup plus la voie intraveineuse avec une perfusion tous les 15 jours au départ, qui permet souvent de calmer la maladie assez vite. Et puis, il y a un troisième volet dans la prise en charge de ces patients, ce qu'on appelle les échanges plasmatiques. Les échanges plasmatiques, c'est quoi? Ça ressemble un petit peu à une machine de dialyse comme je l'ai montré tout à l'heure, mais là, on va enlever non pas seulement les déchets que notre corps produit, mais aussi on va enlever les anticorps. Le but de cette manœuvre étant d'enlever les fameux anticorps nocifs pour essayer d'accélérer la cicatrisation au plan rénal. Alors, au traitement immunosuppresseur, on rajoute un tas d'autres médicaments. C'est vrai que les ordonnances des patients sont souvent assez longues au départ. Alors, il y a des traitements qu'on va donner en cours d'hospitalisation pour régler le problème de potassium, l'anémie, on va donner de l'EPO pour fabriquer des globules rouges, on va, quand les gens ont du mal à respirer, mettre de l'oxygène, voire parfois, quand vraiment, on a vraiment du mal à respirer, se faire aider d'une machine. Et puis on va mettre un tas de traitements préventifs qui sont tout aussi importants presque finalement, prévenir les infections avec un certain nombre d'antibiotiques, prévenir l'ostéoporose, prévenir le diabète cortico-induit, arrêter le tabac, bref, il y a tout un tas de traitements qui sont tout aussi importants, je dirais, que le traitement immunosuppresseur. On a aujourd'hui des recommandations internationales qui nous donnent les procédures, entre guillemets, la plupart des centres à travers le monde utilisent ces procédures-là, avec même des nouveaux traitements. Il y a un autre traitement qui est aujourd'hui recommandé pour les patients qui ne peuvent pas recevoir du cyclophosphamide, ou qui résistent à ce traitement-là. C'est un traitement par le rituximab, un traitement qu'on connaît bien dans d'autres types de vascularites, qui est également injectable et qui peut donner au début de la maladie. Le traitement, comme vous voyez, il s'échelonne sur quelques semaines. Mutuellement, on dit classiquement 3 mois de traitement au départ. Et dans la plupart des cas, on peut arrêter le traitement par la suite. Pas toujours. Est-ce qu'on traite tout le monde? La question peut se poser des fois. Et les recommandations nous disent qu'il faut parfois éviter le traitement, en tout cas trop agressif, quand on sait que malheureusement, parfois, la bataille est déjà perdue au départ. Il arrive parfois qu'on fasse le diagnostic dans cette maladie une fois que malheureusement les dégâts, notamment sur le plan rénal, sont irréversibles. Quand la biopsie rénale montre qu'il y a plus de 90% des glomérules qui sont complètement détruits, quand le patient est déjà dialysé dès le départ, ce qui veut dire que l'atteinte est très sévère, quand bien sûr il n'y a pas d'atteinte respiratoire, ou quand le patient est très fragile, ça peut arriver parfois pour des patients très âgés qui sont très fragiles, des fois on se dit que mettre sur la balance l'efficacité et le bénéfice potentiel du traitement et pas toujours en faveur du traitement immunosuppresseur. Il peut arriver parfois, c'est assez rare, qu'on ne fasse aucun traitement en disant malheureusement on a été pris de vitesse par la maladie, en tout cas quand la vie n'est pas en danger parce qu'on a la dialyse qui peut permettre de survivre. Comment est-ce que la maladie évolue? Dans la plupart des cas, on arrive aujourd'hui à traiter les patients et garder les patients en vie. Ce n'était pas le cas il y a quelques décennies, c'est une maladie qui était mortelle. Aujourd'hui, je vous montre ici quelques séries récentes des 20 dernières années. Vous voyez bien que la survie des patients est de plus de 85% à 12 mois. On va dire 15% de mortalité, c'est pas rien, c'est vrai, mais on a quand même une grande majorité des patients qu'on arrive à faire passer ce cap initial, même des fois dans des maladies assez sévères où des patients sont en réanimation pendant des semaines et des semaines. Par contre, là où on n'y arrive pas toujours, c'est essayer d'arriver à récupérer la fonction rénale. Et malheureusement, malgré tous les efforts, tous les traitements dont je viens de vous parler, on a encore malheureusement plus de 50% des patients qui, malgré le traitement, vont rester en dialyse ou vont développer une insuffisance rénale qui nécessite la dialyse. Les reins ne vont jamais récupérer et les patients vont rester en dialyse. Donc c'est malheureusement un vrai problème. Et qu'est-ce qui peut nous prédire un petit peu au départ l'évolution? Je vous montre ici un score qui a été réalisé récemment par des collègues montrant que la biopsie rénale, c'est-à-dire le pourcentage de glomérules qui sont encore intacts, ou la fibrose interstitielle, c'est-à-dire la cicatrice du rein, ou la fonction rénale initiale avec un DFG plus ou moins altéré, nous permet de faire un score. Et vous voyez, en fonction des points, on a une survie rénale, ça veut dire en gros une indépendance de la dialyse qui n'est pas du tout la même, quand malheureusement par exemple on a moins de 10% des glomérules normaux plus une nécessité de dialyse, on a déjà 9 points, vous voyez, on est dans cette courbe rouge. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que à 2 mois, il n'y a que 5% des patients qui n'ont pas besoin de la dialyse, montrant bien effectivement la sévérité de cette situation-là. Que va-t-il se passer à plus long terme? C'est une question qui est souvent posée par les patients.
On sait que c'est une maladie qui ne récidive pas. Dans la grande majorité des cas, quand on a des anticorps anti-MBG, une fois qu'on a traité la poussée initiale, qu'on a mis le traitement, on sait que le patient va finalement guérir de cette maladie, avec des fois malheureusement des séquelles. L'insuffisance rénale peut être une séquelle majeure, on ne va pas avoir de récidive de la maladie, ce qui fait d'ailleurs qu'on ne va pas mettre un traitement immunosuppresseur au long cours, contrairement par exemple à ce qu'on peut faire dans d'autres vascularites comme la vascularite ANCA. Alors, il y a une exception à cette histoire, c'est justement les patients qui ont la double positivité. On a un certain nombre de patients qui ont malheureusement la double malchance d'avoir les deux vascularités à la fois les anticorps anti-membrane basale glomérulaire et à la fois les ANCA, c'est d'autres auto-anticorps qui est responsable d'une vascularite qu'on connaît bien. Et c'est pas si rare que ça, c'est 18 à 40% des coups de pasture ont également des ANCA, donc c'est quelque chose qui arrive relativement fréquemment et ça donne quelques particularités. Les patients peuvent avoir des fois d'autres signes qui finalement vont dans le sens de la vascularité ANCA, des signes ORL, des signes neurologiques. Mais ça permet souvent de faire le diagnostic plus précocement, justement comme ces signes parlent un petit peu, on fait le diagnostic plus rapidement. Par contre, les ANCA sont associés à un risque de récidive plus important à long terme, et ce qui fait qu'on va avoir besoin d'un traitement au long cours. Là, je vous montre des courbes de survie rénale, et vous voyez la vascularité ANCA tout en haut, vous montrons bien que vous voyez la survie sans dialyse dans le vascularité ANCA, c'est plus de 80% des patients. Plus de 80% des patients ne vont pas avoir besoin de dialyse. Pour les anti-membrane basale glomérulaire, par contre, vous voyez là on est à des chiffres beaucoup plus bas. Il n'y a que 30% des patients effectivement qui malheureusement survivent sans dialyse, sans nécessité de dialyse. Par contre, en termes de rechute, vous voyez qu'on a zéro rechute des anti-GBM, alors que les vascularités ANCA, on a jusqu'à 30-40% de rechute. Tout ça pour vous dire qu'il y a certaines situations, comme celle de Claudine, je crois que tout à l'heure on va en discuter, dans lesquelles il nous faut mettre un traitement d'entretien, c'est-à-dire il faut tous les 6 mois faire une perfusion de rituximab pour une durée qui est de 2 ou 4 ans en fonction de l'évolution d'un certain nombre de paramètres. Est-ce que c'est une maladie dans laquelle on a des avancées, des espoirs pour l'avenir? Oui, on a des espoirs importants. On a eu ces dernières années l'arrivée d'un nouveau traitement qui est en cours d'évaluation. On ne peut pas encore prescrire dans tous les centres, mais qui est en cours d'évaluation. C'est un traitement qui a un nom compliqué, qui s'appelle imlifidase, mais qui est un médicament dérivé d'une bactérie qu'on appelle le streptocoque et qui permet de détruire les anticorps, et notamment les anticorps nocifs, comme c'est le cas avec les anticorps anti-GBM. Et dans cette première étude, en donnant les fameux médicaments qu'on appelle l'IDES, vous voyez que le taux d'anticorps a diminué de façon phénoménale en quelques heures, amenant justement une cicatrisation plus rapide. Et il y a une deuxième étude qui est sortie il n'y a pas très longtemps, dans laquelle une quinzaine de patients très sévères, ils étaient pratiquement tous dialysés, ou en tout cas pas loin de la dialyse, ont eu ce traitement-là. Au final, il y en a 2/3 qui sont sortis de dialyse, alors que ces patients-là, en temps normal, avec le traitement habituel, c'est rare qu'on arrive à sortir 10 ou 15% de dialyse ces patients-là. Donc il y a vraiment des nouveaux traitements. Ce nouveau traitement est en cours d'évaluation, on espère l'avoir dans les prochains mois, les prochaines années, mais ça sera probablement une arme supplémentaire pour traiter ces maladies-là. Donc en conclusion, je vous ai montré cette maladie liée à ces anticorps, ces auto-anticorps dirigés contre la membrane basale glomérulaire. Je vous ai montré les deux atteintes, à la fois rénales sévères, mais aussi pulmonaires. Je vous ai montré qu'on a des traitements qui marchent bien, malgré tout, on arrive à traiter la majorité des patients avec des corticoïdes, des immunosuppresseurs d'échange plasmatique, mais on a encore aujourd'hui des progrès à faire avec des nouvelles thérapeutiques qui arrivent aujourd'hui. On a assez peu de récidives dans cette maladie, ce qui fait que les patients qui, malheureusement, au décours de la première poussée, sont arrivés à la dialyse, doivent être proposés, en tout cas à la transplantation, quand leur âge, leurs autres pathologies le permettent. On a beaucoup de patients qui, malheureusement, n'ayant pas pu guérir de la première poussée, en tout cas en termes de fonction rénale, vont être adressés à un centre de transplantation pour être greffés dans un second temps au niveau rénal et retrouver une vie normale. Pour finir, je voudrais remercier de nouveau l'association France Vascularite
avec qui on a construit ce webconférence aujourd'hui, et notamment Claudine qui est venue avec moi aujourd'hui pour qu'on puisse discuter un petit peu de cette pathologie. Je vous ai montré l'aspect sur le plan médical de cette vascularite, mais je sais que le vécu des patients est souvent un peu différent et il y a un certain nombre d'interrogations qui demeurent malgré tout. Merci Claudine d'être venue avec nous. Je sais que vous avez eu cette maladie en 2022 avec une forme assez sévère. Oui. Vous allez peut-être nous raconter un peu comment ça s'est passé à l'époque. Oui, bien sûr. En fait, j'ai attrapé le Covid, c'était exactement le 13 octobre, je me rappelle. Covid plutôt sévère, mais bon, voilà. Mais simplement après, je me suis sentie extrêmement fatiguée, mais une fatigue que j'avais jamais eue. Et énormément de fièvre. Donc j'ai commencé à aller à l'hôpital, aux urgences, parce que la fièvre était intense. Et en fait, je sentais bien que tout le monde était perplexe parce que j'avais aucun symptôme, à part cette douleur et des suées nocturnes ou toutes là, mais qui étaient horribles. J'ai trempé tout le temps. C'était abominable ça. Et beaucoup de fièvre, mais aucune douleur. Donc les médecins me palpaient dans tous les sens, me posaient des tonnes de questions en me disant « mais c'est pas possible, vous avez pas mal quelque part ?» Non. Et en fait, je suis restée une semaine dans un service de post-urgence à l'hôpital de la Croix-Rousse à Lyon. Et un jour, les médecins sont rentrés en disant « ça y est, on a trouvé, vous avez une vascularite et on va chercher, on va faire des, je crois que ça s'appelle des biopsies. Voilà. » Et en fait, ils n'ont pas eu besoin de faire de biopsie. Je crois qu'ils ont pu, à travers les analyses, voir que c'était une atteinte du rein. Et j'ai été immédiatement transférée à Édouard Herriot, toujours à Lyon, en service néphrologie. Et ils m'ont dit, on va faire une biopsie, mais on pense que vous avez une vascularite et on pense que c'est Good Pasture. Et on attaque tout de suite ce que vous avez tout à fait expliqué avant, c'est-à-dire tout de suite la cortisone à un niveau très dense, très fort, tout de suite l'endoxan, la plasmaphérèse, etc. Et je n'ai pas eu de biopsie en fait. 3 fois de suite, j'y suis allée. Et 3 fois de suite, ils m'ont dit, non, laisse tomber, vous avez trop de risques de saignement. Elle est trop risquée pour vous. Donc ça fait rien, on continue comme ça. Voilà. Ça montre bien, effectivement, je pense que la description de ce que vous faites montre bien l'errance diagnostique. Alors, c'est un problème récurrent dans la vascularite, et notamment dans les maladies rénales, quand ça atteint le rein. Vous aviez effectivement l'atteinte respiratoire qui était peut-être liée au Covid, mais peut-être pas à la vascularite. Et c'est vrai que les signes de premier abord sont très peu spécifiques. Et si on ne fait pas une prise de sang pour regarder la fonction rénale, on peut passer à côté. Aujourd'hui, heureusement, de plus en plus de médecins sont sensibilisés, mais c'est vrai que pour un médecin généraliste, par exemple, qui n'a jamais vu de vascularite de sa vie, et qui n'en verra peut-être jamais d'ailleurs, parce que c'est une maladie extrêmement rare, ce n'est pas le premier diagnostic auquel on va poser. Et c'est ça le tout problème, c'est que souvent, les patients arrivent en néphrologie après avoir vu 1, 2, 3 médecins, et puis parfois consulter aux urgences, et le problème, c'est qu'on arrive des fois trop tard. Et des fois, on a besoin de mettre les patients en dialyse au départ. C'était un peu votre cas au départ ou pas? Alors, ils ont hésité. Et puis, en fin de compte, j'ai échappé à la dialyse parce qu'ils sont allés très vite. Je crois qu'il y a eu 15 jours entre les premiers symptômes, enfin la fièvre énorme, et la découverte, entre guillemets, de la vascularite. Voilà. C'est allé très vite. Alors, ces 15 jours, dans d'autres maladies, ça peut passer. Dans cette maladie-là, c'est tout le problème, et ça explique la gravité de la pathologie. 15 jours peuvent suffire de passer une fonction rénale normale à une fonction rénale qui nécessite la dialyse, c'est-à-dire à moins de 10% de fonction rénale. Et c'est tout l'enjeu de cette maladie, c'est de faire le diagnostic le plus précoce possible et commencer le traitement comme ça avait été fait le plus rapidement possible. Dès qu'on a le diagnostic, c'est malheureusement plus ce genre de situation qui arrive le vendredi après-midi ou le samedi, où on est obligé, même sans avoir tous les examens sous la main, on a la suspicion, forte suspicion, on commence le traitement rapidement. Mais vous avez tout à fait raison en ce qui concerne le généraliste. Moi, j'ai un généraliste qui est passé malheureusement totalement à côté. Quand j'ai fait mes analyses, le labo à côté de chez moi m'a appelé en me disant « Vos analyses ne sont pas bonnes du tout, voyez votre généraliste ». Je l'ai appelé, il me dit « Bon, c'est pas grave, écoutez, on va refaire une analyse demain ». Donc on refait une analyse le lendemain qui était aussi catastrophique. Et puis le lendemain, et puis rien. Et on se rendait bien compte que ce n'était pas normal. Et si finalement, on s'est dit, mais on était paniqués devant toute cette fièvre, devant puis la non-réponse du généraliste. Et on a fini par appeler un médecin de SOS à Lyon qui a été top et qui nous a dit tout de suite, mais c'est pas possible, vous ne pouvez pas rester comme ça. Et qui nous a dit, vous partez aux urgences tout de suite, avec une lettre, etc. Et je pense que vraiment, ce monsieur, que j'ai remercié par la suite, m'a vraiment... Il a sauvé la vie. Sauvé la vie. Le vécu des traitements, comment ça a été, des échanges plasmatiques, etc. Parce que finalement, c'est une des maladies dans lesquelles on va avoir les traitements les plus
agressifs, Oui. il faut même utiliser le terme, on va dire, en tout Oui. cas les plus lourds assez rapidement. Donc, Oui, les échanges plasmatiques, les premiers ont été catastrophiques. Et la première fois que j'en ai eu, en plus la machine est tombée en panne, et donc tous les techniciens étaient autour de moi. Je suis restée des heures et des heures et des heures. Et puis ils m'ont oublié en fait. Ils m'ont oublié, ils ont oublié qu'il y avait une personne humaine là. Et ils parlaient de la machine. Ils disaient, oh, il y en a marre, ça fait suer, ce truc. Et moi, j'étais en panique en me disant, mais ah là là, ils m'ont oublié. Puis à un moment, j'ai fondu en larmes. Et ils sont venus me voir en me disant, non, non, ne vous inquiétez pas, on parlait de la machine, pas de vous. Et vraiment, et après, ils sont venus me voir parce qu'ils ont fait, on est resté des heures et des heures, la machine se bloquait, mon cathéter s'était bouché. Enfin bref, on a connu le truc. ouais. Et quand je suis rentrée dans la chambre le soir, après, j'étais partie à midi, je suis rentrée à 8h du soir, mon mari était là. Et la première chose que je lui ai dit, je lui ai dit, écoute, prends la voiture, gare-toi. Je monte dans la voiture et il ne me revoit jamais. Jamais je ne supporterai ça. Je veux partir, on va n'importe où, mais je veux partir. C'était dingue. C'était difficile. Ah, c'était abominable. C'est sûr que voilà, ce qu'on essaie d'expliquer aux patients, c'est que c'est une course contre la montre. Et c'est vrai qu'au départ, il faut savoir accepter, dans les premiers jours, un tas de contraintes, des cathéters, des séances de dialyse, des fois alternées avec des séances d'échange plasmatique, et des traitements, des examens invasifs comme la biopsie ou la fibroscopie. Mais le but, c'est voilà, de passer le cap initial. Et vous avez bien fait de rester, de ne pas prendre la voiture ce jour-là pour rentrer chez vous, parce qu'effectivement, c'est ce qui vous a permis effectivement aussi derrière d'évoluer favorablement. Donc, si j'ai bien compris, vous aviez une fonction rénale qui était pas loin de la dialyse, et grâce au traitement que vous avez eu, la fonction rénale s'est progressivement améliorée, c'est ça? Alors vers le 15e jour, ils sont venus me voir en me disant « On est content, c'est la première fois que vos analyses sont en train de... Elle montait, le taux de créatinine, c'est ça. Voilà, et là, ça commençait à descendre. Et là, ils m'ont dit « Ah, on est super content ». Donc c'était vers le 15 décembre. Et ils m'ont dit « Ouf, on va pouvoir un petit peu respirer ». Et les séances de plasmaphérèse... se sont espacées au fur et à mesure. Bah, en fait, non, ils m'avaient dit 10, et en fait, il y en a eu 20 en tout. Mais elles se sont passées de mieux en mieux. Après, c'était complètement une routine par rapport aux premières qui étaient très très difficiles. Puis je dois dire aussi que, enfin, je ne sais pas si c'est le cas dans tous les hôpitaux, mais moi, enfin, à Édouard Herriot, c'était vraiment top. L'équipe était top, les médecins étaient top, les soins, enfin tout le monde. Donc voilà, effectivement, une fois que le traitement initial a été mis en route, souvent on espace au fur et à mesure, on espace les échanges plasmatiques et on les arrête, heureusement, on ne fait pas ça ad vitam aeternam. Et puis les traitements aussi s'allègent. La cortisone, notamment, qui est donnée à forte dose au départ, va être rapidement diminuée. Les perfusions d'endoxan, c'est pendant les 2-3 premiers mois. Et puis après, on passe à des traitements plus faciles à tolérer. On a parlé du rituximab. Je sais que comme vous aviez des encas en plus, vous avez désormais des perfusions semestrielles de ce traitement-là. Aujourd'hui, finalement, c'est un traitement avec lequel vous vivez bien. Pas mal du tout, oui. J'ai la chance, je pense, quand j'entends un peu les gens autour de moi, j'ai la chance, je pense, de bien le supporter, ce traitement. Bon, la cortisone, par contre, j'ai le sentiment d'avoir un peu gonflé, d'avoir un peu les effets secondaires, mais moins pires que certaines personnes. Par contre, au niveau du sommeil, je n'ai pas récupéré globalement, c'est pas mal. Alors, ça, vous avez bien raison, on en a discuté tout à l'heure pendant la présentation, mais c'est vrai que la corticothérapie, c'est parmi les médicaments qui apportent le plus d'effets secondaires. En tout cas, ceux qui sont vécus par le patient, effectivement, les changements en termes de poids, le problème de sommeil, parfois les troubles de l'humeur, le diabète, pour parler effectivement de choses également qui peuvent survenir. Et c'est vrai que probablement une des prochaines améliorations qu'on aura apportées dans cette maladie-là, peut-être trouver d'autres médicaments pour remplacer la corticothérapie. Ce n'est pas encore, en tout cas, prouvé dans cette maladie, mais on a d'autres options qui permettent parfois de se passer de corticoïdes ou diminuer les corticoïdes plus vite dans d'autres vascularites. Peut-être qu'un jour, on pourra aussi, dans cette maladie-là, trouver d'autres options. En termes finalement de cicatrices aujourd'hui, ça va bien. Simplement, moi, une petite inquiétude, c'est quand vous parliez du rein, mon rein, je suis insuffisante rénale niveau 3, B, je crois. Et ma grande question, c'est est-ce que je vais rester, vous allez me répondre que vous ne pouvez pas me répondre, mais est-ce que je vais rester toute ma vie à ce niveau-là, ou est-ce que c'est parce que je fais attention à ce que je mange, Oui. Alors, c'est là la différence, c'est que vous avez bien compris que d'une pathologie aiguë que vous avez vécue pendant quelques semaines, on est passé à une pathologie chronique. Et là, d'autres choses rentrent en ligne de compte. C'est pas, voilà. Bien sûr, c'est les traitements. On a parlé des traitements immunosuppresseurs qui aujourd'hui sont assez légers, mais il y a tout un tas d'autres choses qui rentrent en ligne de compte. C'est l'hygiène de vie, c'est le contrôle de la tension artérielle, c'est
l'arrêt du tabac, c'est un tas de choses. Il y a aussi une surveillance qui va être importante et accrue pendant les prochains mois, prochaines années. On a un certain nombre de critères qui nous permettent de dire si la maladie a disparu, voilà, ou est-ce qu'elle est encore prégnante et qu'il faut continuer à faire des perfusions. Mais il est évident que dans beaucoup de cas, notamment dans les vascularités anti-MBG classiques sans ANCA, on arrête tous les traitements et on sait qu'il n'y a pas de risque de récidive. Donc quand il y a des ANCA associés, on a des marqueurs sanguins qui nous permettent en temps d'évaluer le risque de rechute et puis parfois ajuster le traitement au fur et à mesure. Est-ce qu'il y a d'autres questions auxquelles je peux essayer de répondre? Dans l'immédiat, pas vraiment. Non, je crois que vous avez vraiment cerné bien la maladie. Je crois que... Et ben, dans ce cas-là, nous allons conclure. Merci encore à FI2R, merci à France Vascularite et à bientôt. Au revoir.